L'invité d'ici. Notre invité, Pierre Bénard, préfet du département des Hautes-Alpes, on apprécie votre présence, on imagine et on sait tout simplement que vous avez des agendas bien compliqués et bien chargés pour prendre en charge toutes les responsabilités de l'État dans ce département des Hautes-Alpes. D'abord un petit mot d'humeur sur ces premiers mois de présence dans ce beau département. Est-ce que la transition entre l'Élysée et un département aussi rural et montagnard n'a pas été trop difficile ? Non, au contraire, je crois que c'est le choc qui permet d'attaquer tout de suite, puisqu'il n'y a pas de continuité, donc on peut s'y mettre du jour au lendemain, et c'est ce que j'ai voulu faire, si possible d'ailleurs, en allant le plus souvent possible sur le terrain dès le début, pour bien appréhender les difficultés, les atouts de ce territoire. Donc c'est ce que j'ai fait sur les 2 premiers mois de ma présence, qui, c'est vrai, était un peu plus compliqué parce que c'était les grandes vacances, donc il n'y avait pas obligatoirement tout le monde, mais ça a permis justement un peu plus d'approfondir les visites sur le terrain. Alors il y a des sujets particuliers à notre territoire et puis des sujets qui sont évidemment nationaux pour pas dire internationaux. C'est d'abord celui de l'emploi. Vous connaissez peut-être encore mieux, j'allais dire, les mesures et les volontés gouvernementales en la matière pour avoir été, j'allais dire, pas de l'autre côté de la barrière, mais au sommet de l'État. Est-ce que ces contrats aidés sur lesquels compte beaucoup le gouvernement pour inverser la vapeur, j'allais dire, dans les semaines, dans les mois qui viennent, fonctionnent également dans notre territoire ? Oui, absolument, ça fonctionne bien. Alors, il y avait un petit peu de retard au niveau de la région qui a été rattrapé. Ce qui fonctionne un petit peu moins bien dans le département, c'est pas les contrats d'avenir dits publics, mais plutôt les contrats d'avenir du secteur marchand. Nous en avons qu'une dizaine actuellement, et donc nous travaillons au corps, si je puis dire, parce que c'est des emplois qu'il faut aller chercher vraiment avec les dents. C'est ce que j'ai un peu souvent, ce que je dis assez souvent. Il faut vraiment aller partout, voir les entreprises, les PME, les PMI, et leur dire que embaucher un jeune avec des contrats d'avenir, c'est 30 à 40% de moins de charges, et c'est permettre à un jeune du territoire de trouver du travail. Donc actuellement, on voit qu'il y a une légère tendance à la reprise. Donc je redis avec force à toutes les entreprises, n'hésitez pas à utiliser ce dispositif qui permet à un jeune de sortir du chômage. C'est un jeune généralement du territoire, et c'est comme ça qu'on peut relancer aussi la croissance. Alors, il y a pas mal d'entreprises qui s'inquiètent, j'allais dire, des modalités pratiques de mise en œuvre de ce type de contrat en disant, on va peut-être pas le faire parce que ça va être encore des tas de dossiers à remplir, quelque chose d'un peu lourd. Est-ce que c'est le cas comme ça a pu exister dans d'autres mesures, ou est-ce que finalement il y a aussi une simplification à accompagner ces contrats aidés marchands, si je puis dire ? Non, il y a une simplification réelle. La contrainte, c'est la formation qui doit être faite par le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, pour pouvoir bénéficier de ce contrat. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons vu hier, c'est-à-dire nous allons essayer de travailler aussi sur les emplois saisonniers, où on sait qu'ici, il y a eu un accord signé qui permet de faire de la formation pour les jeunes entre 2 contrats, voir si on peut pas pérenniser ce contrat en y intégrant la formation, pour que actuellement un dépend qui n'est pas compris pour les contrats d'avenir, qui est justement ces emplois saisonniers, puisse être pris en charge, et qu'on puisse créer des emplois là aussi dans le domaine des saisonniers. C'est principalement la restauration, mais ça sera aussi les stations de ski cet hiver. À propos de stations de ski, alors c'est l'un des sujets qui a retenu, on le sait, votre attention dès votre arrivée, parce que les cas d'ailleurs sont, si on les prend, sont tous très, très différents, mais il y a eu l'ouverture d'un véritable débat sur l'avenir des stations de sport d'hiver. Vous avez annoncé très clairement vouloir prendre le dossier à bras-le-corps, considérant que c'était le pilier, j'allais dire, de l'économie du département. Absolument, je crois que ce qu'on appelle l'or blanc, c'est très fragile, et qu'il y a un vrai besoin de travailler ensemble sur ce sujet, parce que actuellement nous avons des situations extrêmement diverses sur les stations de ski. Certaines sont en bonne forme, d'autres, j'allais dire, en difficulté, voire en grande difficulté. Et je crois qu'il y a besoin de mettre tous les acteurs autour de la table pour voir comment définir une stratégie départementale, générale, mais aussi de vallée, et comment éviter que les stations se fassent de la concurrence, ou en tout cas peut-être s'allient entre elles pour améliorer la qualité, parce que, comme vous le dites, le tourisme et principalement le sport d'hiver, c'est le poumon économique du département. Et donc nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une crise, parce que là c'est l'ensemble du département qui en pâtirait. Et je crois que pour éviter cette crise, il faut que les acteurs se mettent autour de la table et se définissent entre eux une vraie stratégie qui permette d'éviter les risques
par exemple, d'une très mauvaise saison. Quelle initiative pensez-vous prendre en fait, si je traduis un peu vos propos, l'esprit, l'une des responsabilités de l'État serait d'être le fédérateur, celui qui réunit un petit peu tout le monde pour amener tout le monde à phosphorer, à travailler ensemble, c'est ça? Oui, facilitateur, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être sur le même moule. Chacun a ses propres intérêts, mais il ne faut pas que les intérêts des uns se fassent au détriment des autres. Et le développement d'une station, ça peut être très bénéfique, mais ça peut aussi mettre en péril toute une vallée. Donc il y a vraiment un vrai besoin de travailler ensemble. Je pense à plusieurs choses. Je pense notamment aussi au portage des stations. Est-ce que c'est une petite commune de à peine 500 habitants qui peut tenir une station qui permet de faire venir 15 000 personnes, qui coûte des millions d'euros, avec un vrai risque pour une toute petite commune? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de renforcer l'intercommunalité, par exemple, sur ce sujet? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à mutualiser entre deux stations? Je pense notamment, je sais que ça va un peu énerver, mais on en reparlera, mais Vars et Risoul, ils ont le même forfait, mais ils travaillent pas vraiment ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de travailler plus ensemble? Les ors et les problématiques aussi qui sont réelles des petites stations qui sont en grande difficulté et pour lesquelles, avec courage, le Conseil général intervient, mais intervient en donnant de l'argent pour essayer de les maintenir. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler là aussi ensemble pour voir quel avenir pour les petites stations et comment travailler ensemble, ou bien pour les pérenniser, ou bien pour se poser clairement la question de leur pérennité. Vraiment, il y a besoin de discuter de tout ça de manière très libre. Je crois qu'il ne doit y avoir aucun tabou, mais à la fin, ce que je demande aux élus, parce que c'est de leur responsabilité, c'est qu'on ne se retrouve pas au même niveau qu'actuellement, c'est-à-dire avec une absence totale de cohérence et une absence totale de discussion entre les uns et les autres. Et je crois que c'est là un vrai risque, parce que chacun va vouloir tirer dans son camp, et à force de tirer chacun dans son camp, on se tire une balle dans le pied, et c'est l'ensemble du territoire qui risque d'en pâtir. Donc c'est presque une supplique. Il y a un vrai besoin à travailler ensemble. Oui, sachant que dans certains cas, vous devez vous faire aussi quelque part un petit peu des sueurs froides en vous demandant si quelques budgets vont pas arriver sur votre bureau. Alors Risoul, ça a été évité grâce à l'avance de trésorerie du Conseil général, mais on sait que y a des situations très précaires comme une station que vous citiez, les heures, etc. C'est-à-dire il faut essayer de sortir de quelquefois d'impasses annoncées, quoi. Alors Risoul, ça a fonctionné parce que le président du Conseil général et le Conseil général a mis de l'argent pour, mais aussi parce que le maire de Risoul a pris son bâton de pèlerin et est allé voir les ex-responsables de la SARA pour les mettre devant leurs responsabilités. Et le fait d'avoir tapé du poing sur la table, je les ai moi-même réunis aussi à la préfecture, je pense que ça fait avancer les choses. Mais il faut arrêter d'intervenir quand c'est trop tard. La prévention vaut toujours mieux que après couper des jambes, des bras parce que c'est trop tard et que la gangrène a pris. Donc il y a vraiment besoin de faire de la prévention et d'attaquer ce sujet maintenant, avant la saison, avant les élections, parce que je pense que c'est un risque pour le département d'avoir une mauvaise saison et des acteurs qui, ne travaillant pas ensemble, risquent de déstabiliser toute une filière économique. Vous évoquiez parmi les solutions, les directions, l'intercommunalité. Alors on est dans un territoire habitué à des raisonnements de villages, voire de vallées au mieux. C'est l'une de vos missions importantes, des missions compliquées pour vous-même et pour vos prédécesseurs et peut-être pour ceux qui suivront parce qu'il faut du temps visiblement pour aboutir en la matière. Bon, il y a eu alors c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais quand même un constat globalement d'échec de la mise en œuvre de l'intercommunalité telle qu'elle était souhaitée par l'État. Vous allez remettre le métier sous l'ouvrage ? Oui, on ne peut pas rester dans cette situation qui fait que après plusieurs mois de discussion pour rationaliser l'intercommunalité, on se retrouve finalement avec une communauté de communes de plus. Il fallait les réduire de moitié et à la fin, il y en a une de plus. Ce n'est pas possible. Je crois que les élus ont vraiment bien compris que la situation ne pouvait pas durer. Alors actuellement, c'est vrai, avec les élections municipales du mois de mars, ça va être un peu plus compliqué à mettre en place. Il y a aussi, vous le savez bien, la réforme de la carte cantonale qui a un lien direct puisque beaucoup d'intercommunalités étaient en fait des intercommunalités cantonales. Donc, il faut remettre tout ça à plat et retravailler ensemble. Mais là, je le dis aussi, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. À chaque fois, on me dit, oui, mais il faut qu'on réfléchisse entre nous. Je pense que 10 ans, pour réfléchir, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut avancer.
on n'a plus le temps d'attendre. Là aussi, ce territoire est un territoire qui peut et qui risque de se retrouver en difficulté. Si on veut avoir un véritable développement économique, si on veut que ce territoire des Hautes-Alpes ne soit pas un simple département, j'allais dire, ludique, où les gens viennent s'amuser, viennent faire du ski, mais empêchent un développement économique, parce que c'est le risque que peut avoir ce genre de département, il faut vraiment couper cette vision, et pour la couper, il faut se mettre à travailler ensemble. Il y a besoin de rationaliser les intercommunalités pour avoir des intercommunalités qui soient en capacité financière et budgétaire de mettre en place leurs projets. Mais quand on a des projets et qu'on n'a pas l'argent, il faut peut-être se poser la question de la bonne taille. Un petit mot des sujets alors relatifs aux infrastructures lourdes, si je puis les qualifier ainsi. D'abord, un petit mot sur la rocade. Alors, ça fait un petit peu débat à la faveur de votre conférence de presse de rentrée. Vous avez dit, la rocade, va falloir un peu recaler les choses parce qu'on a quelques doutes sur la posture ou la bonne volonté du canal de Gap. Je fais une version peut-être un peu trop raccourcie. Pour autant, donc, les Hauts-Alpins et les Gap-Pensés assez naturellement se disent, finalement, où on en est? Quel est l'échéancier de mise en œuvre de cette rocade qui n'est d'ailleurs pas une rocade, c'est un boulevard urbain, hein, c'est le terme plus précis. Oui, ça avance. Effectivement, nous avions des petites inquiétudes parce qu'il y avait des petits réglages à faire avec l'ASA du canal de Gap. Ils y sont. Normalement, une convention devrait être signée entre l'Adréal, qui est l'instance régionale de l'administration de l'équipement, et l'ASA pour trouver un compromis qui permettra de démarrer les travaux, puisqu'il faut d'abord commencer par les problèmes d'irrigation. Il y a des choses à faire avec les tuyaux, comme on dit, avant de pouvoir faire les grosses œuvres. Donc, normalement, ça devrait être signé, ce qui devrait permettre de ne pas prendre de retard sur le chantier qui doit aboutir à la fin 2015, début 2016. Mais les gros travaux, il y aura un premier coup de pioche qu'on appelle, qui est donc tout ce qui est dérivation des canaux, qui pourrait commencer, à la fin de l'année 2013. Et puis le gros des travaux commenceront après la période hivernale, au printemps 2014. S'agissant des autres grands dossiers, alors les serpents de mer, vous les avez découverts en arrivant dans notre département, l'autoroute A51, les percées franco-italiennes, etc. C'est des dossiers que l'État n'a pas vraiment pris en compte à ce stade, ou a reporté, au calendrier un peu grec, en inscrivant par exemple l'autoroute après 2050. Ça a été mal vécu un peu par les populations ou les décideurs, en disant on nous répond qu'on l'inscrit, mais tellement loin que ça ne tient pas. Quel est, votre raisonnement en la matière ? Alors, sans faire d'autoflagellation, il faut reconnaître que l'État n'a pas toujours respecté ses engagements. Je crois que le nier serait contre-productif. Donc, il faut partir de cet état de fait, de se dire qu'effectivement, il y a eu un non-respect d'une parole, doublé, d'une contrainte budgétaire énorme. Maintenant, il faut travailler avec ça. Donc, sur les grands équipements, on a bien compris effectivement que l'autoroute était une vision qui allait un peu s'éloigner. Par contre, il faut quand même travailler sur le désenclavement de ce territoire qui est une priorité. Hier, le préfet de région nous a informé qu'il devrait y avoir un certain nombre de financements pour améliorer les liaisons routières vers Grenoble. On se dirige finalement peut-être plus vers une amélioration de la route qui va de Veynes à Grenoble que l'ancienne route Napoléon, parce que c'est plus facile et ça permettrait d'améliorer la route et donc de rendre plus rapide l'axe, Marseille-Grenoble et Gap-Grenoble. Donc là, nous travaillons dessus. Et pareil, vous parliez du fameux tunnel de Montgenèvre. Moi, je l'ai dit, alors ça n'a pas obligatoirement plu à RFF et à la SNCF, mais on parlera de ce tunnel quand les trains rouleront à plus de 40-50 km/h. Oui, quand on met 4 heures... dit à Veynes, je l'ai dit à Veynes et je le redis. Ma priorité, c'est d'abord de voir les trains rouler. Une fois qu'ils rouleront à une vitesse normale, on pourra se poser la question de faire un tunnel. Donc là aussi, réglons déjà les problèmes qui existent actuellement et après, on pourra envisager de travailler sur des grands projets qui sont effectivement extrêmement importants, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Au regard du nombre de sujets que vous avez à traiter, on pourrait vous garder jusqu'à ce soir. On va essayer d'en isoler 2 ou 3 encore pour terminer notre conversation. D'abord, le sujet des lignes THT, portées par RTE dans le Val de Durance. Là, vous n'avez pas fait mystère de votre sentiment. C'est un sujet compliqué, bien évidemment, parce que forcément, tout grand équipement occasionne des oppositions. C'est un grand classique. Malheureusement, c'est aussi un classique qui peut faire prendre beaucoup de retard.
Or, si on veut avoir un territoire qui vit, on a besoin d'électricité. Le réseau électrique actuellement est assez ancien, il faut être rénové. Donc moi, je suis pour que le maximum de concertation ait lieu sur ce sujet. Je constate que le tracé actuel proposé par RTE, certes, aura peut-être une petite ampleur pour un certain nombre d'habitations, parce qu'il y aurait une covisibilité, mais c'est 600 maisons qui ne verront plus les lignes à haute tension passer au-dessus de leur maison. Hein, c'est quand même... Oui, parce qu'il y a démontage et création oui, de il y aura nouvelles lignes. démontage, donc Oui. c'est quand même 600 maisons qui vont y gagner. Alors après, il y a la problématique de l'environnement, de la vue, mais après, c'est toujours la problématique entre la défense de l'environnement et l'amélioration de qualité de vie des citoyens. Il faut que tout le monde puisse avoir de l'électricité. Nous sommes basés sur une économie qui marche aussi sur le tourisme, donc des stations de ski qui ont aussi besoin d'électricité. Donc il faut se poser cette question. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut peut-être pas retravailler ici ou là le tracé, mais je crois que les raisons budgétaires font que ça me paraît bien difficile de faire de l'enfouissement total. Autre sujet, on change vraiment de registre, mais ça fait partie également, je crois, de vos priorités. On vous a vu sur le terrain d'ailleurs à plusieurs reprises sur ce point-là, la sécurité routière, et j'allais dire le message qui est asséné régulièrement par tous les représentants de l'État et vous-même et les forces de l'ordre, c'est, j'allais dire, plus personne ne passe à travers, quoi, entre guillemets. Le métier de préfet, c'est parfois un métier difficile. Et ce qu'il y a de plus difficile pour un préfet, c'est quand on se rend à 4h30, 5h du matin, sur un bord de route, où dans une voiture, il y a 4 jeunes, entre 19 et 20 ans, qui se sont pris un arbre, qui sont totalement en sang, qui sont décédés, avec les parents qui arrivent en hurlant parce qu'ils voient leur fils mort. Et quand on voit ça, quand on est préfet, on n'a aucun état d'âme pour la lutte sur la sécurité routière. Et je le dis de manière très forte. Nous assistons actuellement à une recrudescence d'alcoolémie positive au volant, qui relève même du correctionnel, donc sur des taux élevés. Et donc, je vais mettre le paquet sur la sécurité routière et je vais renforcer encore plus les contrôles routiers. Je vous rappelle que c'est sauver des vies que de faire ce genre de répression, et que moi, je préfère entendre une personne qui proteste parce qu'on lui a retiré son permis, que d'entendre une mère de famille qui hurle parce qu'il y a son enfant qui est mort dans une voiture. Écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions hier, vous l'avez sûrement déjà rencontré, Monseigneur Di Valco, le très médiatique évêque d'Embrun, de Gap et des Hautes-Alpes. Écoutons sa question. Monsieur le préfet, la question que je vais vous poser, elle est dans le prolongement de ce que je viens de dire à l'instant. Lorsque vous serez confronté à la présence de Rome sur notre département, de quelle manière pensez-vous pouvoir faire face à cette situation que je reconnais difficile ? C'est une question très difficile et je le remercie de me l'avoir posée. Non, c'est un sujet effectivement très complexe parce que on doit être à la fois humain, avoir de l'humanité pour les personnes et puis aussi de la fermeté parce que on ne peut pas accueillir tout le monde de manière illégale. Donc, je vérifierai si les conditions d'accueil ont été respectées. Mais c'est vrai, ce sont toujours des familles où il y a des enfants qui vivent souvent dans des conditions dramatiques. Donc, il y a une part d'humanité qu'il faut absolument respecter. Mais force doit rester à la loi et il faut aussi qu'on s'organise. Donc j'allais dire, question très difficile qui n'amène pas une réponse très claire, mais il faudra que je jongle entre humanité d'un côté et fermeté de l'autre. Demain, nous recevrons Patrice Renouf, le président de la fédération départementale du BTP, qui vit des moments pas très faciles. Quelle question peut vous venir à l'esprit ? Non, là vraiment, c'est plus un message de soutien parce qu'effectivement, le BTP est en difficulté. Je sais qu'ils ont un certain nombre d'atouts parce que ce sont de gros travailleurs, parce qu'ils ont beaucoup l'habitude de travailler avec le froid, notamment dans les périodes hivernales, ce qui fait que ce sont des gens très appréciés aussi à l'extérieur. Et donc, la question que je pourrais lui poser, c'est comment faites-vous pour tenir une année entière avec des conditions météo qui sont si difficiles? Et est-ce que vous arrivez quand même à maintenir un cahier toute l'année, un cahier pour avoir l'ensemble des travaux? Et puis alors, pour terminer, on n'en prévient pas nos invités, on en est chaque fois désolé. Alors avec un préfet, c'est un peu plus compliqué, mais on présente, parce qu'on a souhaité changer un petit peu de registre dans nos rendez-vous de la mi-journée, un miroir à chacun de nos invités en lui proposant de se regarder. Alors c'est un peu plus délicat avec vous, pour tout vous dire, monsieur le préfet, mais enfin, cela dit, spontanément, et pour garder cette habitude,
par rapport peut-être à votre action publique dans ce département. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir, monsieur le préfet? Dans ce miroir, je veux une action privée. C'est que comme j'ai arrêté de fumer, il faut que je perde 20 kilos. Félicitations Et d'abord. je dois avouer que quand je regarde ça, effectivement, il va falloir que je perde 20 kilos. Non, mais sous forme de non-boutade, il faut vraiment... c'est un métier passionnant, préfet, parce que vous l'avez vu, tous les 2-3 ans, on change de département, donc il faut se réadapter en permanence. Mais c'est un métier passionnant, parce que c'est un métier où on doit avoir de l'empathie pour les gens, où on doit aussi aimer travailler avec les élus. Et c'est vraiment un métier formidable parce que on gère le bien public. C'est parfois compliqué, mais c'est vraiment passionnant. Merci en tout cas, monsieur le préfet, monsieur Pierre Bernard, d'avoir pris cette mi-journée en notre compagnie.